Bon, en attendant de commencer, je vais revenir sur les petits papiers que vous m'avez remplis la dernière fois. La première chose que j'ai à dire, c'est répondez aux questions qu'on vous pose. Chaque année, c'est la même chose. Alors ça, c'est une question banale, hein, ça vaut 0 point. Mais à l'examen, c'est la même chose. Répondez à la question, ne répondez pas à côté. Je vais parler déjà au début de ce que vous envisagez de faire après et vous conseiller un petit peu par rapport à ça. On trouve toujours les mêmes desiderata chez les kinés de faire de la thérapie manuelle. Alors, thérapie manuelle, ostéopathie, etc. Pour moi, c'est la même chose. Après, il y a toute l'orientation sportive. Et puis après, ça explose dans toutes les dimensions. Alors, les conseils que je vous donne, si vous faites une école d'ostéopathie ou de thérapie manuelle, essayez de faire quelque chose qui est reconnu sur le terrain. D'accord ? N'allez pas faire l'école d'ostéopathie de Trifouilly-les-Oies, parce que d'abord, vous aurez des enseignants qui ne sont pas forcément les meilleurs. Renseignez-vous sur la qualité et les origines des enseignants. Toute formation qui se présente, à partir du moment où vous ne voyez pas qui sont les formateurs, ça sent mauvais. D'accord ? Moi, j'ai souvenir d'un neveu qui a commencé une école d'ostéo à Montpellier, pour ne pas la citer, et qui est parti le 2e jour. Donc la valeur des écoles, vous la connaissez par le marché, par des renseignements, par des discussions que vous avez avec des ostéos, avec des kinés qui ont fait de la filière. Tout ce qui est thérapie manuelle, tout ce qui est autre, kiné du sport, maxillofacial, périnée, chirurgie de la main même, je pense que ça existe, biomécanique. Tout ça, vous avez des diplômes universitaires, voire des diplômes interuniversitaires. D'accord ? Le diplôme universitaire a une valeur reconnue uniquement par l'université qui le délivre. C'est-à-dire, si je fais un DU à Montpellier, je serai reconnu par Montpellier comme étant possesseur du DU. Si je fais un DIU, Montpellier, Marseille, Paris, Rennes, je serai reconnu déjà dans ces 4 universités. D'accord ? Donc le DU est intéressant parce qu'il vous crée un réseau avec les enseignants, et ça c'est extrêmement important quand on travaille et qu'on veut se spécialiser. Autant être automatiquement dans un listing, même si les listings sont interdits, croyez-moi que ça existe. C'est important et ça vous permet de rencontrer des gens, surtout dans les DU, qui dépassent le stade de votre région et qui peuvent vous apporter une autre vision et d'autres ouvertures sur la chose. Dans le domaine des arts, il y en a un qui est intéressé par les arts. Il y a sur Montpellier un kiné qui est spécialisé dans les soins aux musiciens. Il y a aussi sur les femmes à Paris quelqu'un qui est connu pour ça. Alors il y a des formations comme Pilates. Alors Pilates, pour moi, c'est pas une formation. Pilates, ça se bouquine. Aller faire une formation Pilates, pour moi, c'est perdre de l'argent. D'accord ? Il y a un rapport qualité-prix dans la formation que vous faites qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand j'étais kiné, installé récemment ici, qu'on m'appelait le kiné des champs, parce que je venais du Cap, on m'avait convoqué pour décider à l'école des formations qui étaient intéressantes. Et ils voulaient mettre en place une formation sur la kiné respiratoire à l'époque. À l'époque, la kiné respiratoire, c'était payer l'équivalent d'une femme de ménage. Donc j'ai dit à Dogo Debout, puisque c'était lui qui était responsable de l'école à l'époque, que faire une formation qui coûtait ce prix-là pour en retirer le bénéfice d'une femme de ménage, pour un kiné libéral, c'était pas jouable, quoi. Et ça n'a jamais été programmé. Ça a été programmé après avec l'aide de laboratoires qui ont permis d'avoir une formation gratuite. Donc, cherchez toujours un rapport qualité-prix quand même dans les formations. Voilà, bon, c'est tout ce que je veux vous dire. Le reste, si vous avez des questions, vous les poserez. Alors, je voulais mettre quelques bouilles sur
Alors évidemment, avec 2 salles, c'est pas facile. Polizzi Lorana, c'est vous. Le centre Kenval, il est où? À Nîmes. D'accord. Ok. Roux Arnaud, c'est vous. Vous avez lu Paracels? C'est bien. Enfin, répondez quand même aux questions. C'est bien de s'orienter dans ce sens-là. Pasco Vincent. Sio Perroni Julien. Abdilati Saint-Martin Émilie. D'accord. Ok. Bonnard Alicia. D'accord. Vous êtes venu du Québec dans le cadre d'échanges ou bien par orientation personnelle? Pour avoir une équivalence. D'accord. Tremblay William. D'accord. Et Giraudet Fabrice. Il n'est pas là non plus. Ok. C'est bien. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, les étudiants font grève. J'ai entendu ça en roulant en voiture ce matin. Ils font grève pour la retraite. Alors la retraite, c'est un sujet passionnant pour les étudiants, la preuve en est. Voilà. Mais c'est un sujet passionnant et c'est une porte d'entrée dans l'ergonomie, la retraite. Les kinés ont fait des études. Les kinés ont fait des études sur la pénibilité de la profession en disant qu'on avait une profession extrêmement pénible et qu'il fallait qu'on bénéficie davantage de points retraite. Bon, je vous laisse juge de cette pénibilité. D'accord. Quant à l'hôpital, on voit que les kinés payés temps plein travaillent à mi-temps. Moi, la pénibilité, je veux bien qu'on me l'explique, mais elle n'est sûrement pas là. D'accord. Bon, je vais résumer un petit peu ce qu'on a fait avant. Pendant ce temps-là, vous continuerez à prendre des forces. Bon appétit. Donc, la dernière fois, on a abordé un petit peu ce que c'était que l'ergonomie. Et je vous redonne la définition, comprendre le travail pour le transformer. J'avais insisté sur le sens du mot travail, d'accord, avec les valeurs qu'il véhicule, parce que c'est un sujet et c'est un problème actuel. Et je crois que ça, faire de l'ergonomie sans savoir ça, c'est rater tout, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément en face de nous une homogénéité de groupe, enfin un groupe qui ait les mêmes valeurs du travail, alors qu'il y a 30, 40 ans, 50 ans, c'était des choses qui existaient. On reparlera de l'idéologie des métiers, on reparlera des mineurs, on reparlera de ces professions qui étaient condamnées à mort, si on peut dire. Un mineur, il mourait de la silicose, mais ceci dit, être mineur, c'était quelque chose d'extrêmement important et le métier était valorisé. Si vous voulez, c'est comme être soldat maintenant, on sait qu'on va se faire trouer la peau, hein, on est à la limite condamné à mourir, mais si vous analysez un petit peu le gonflage psychologique qu'on fait pour ces gens-là, ben vous avez le même type de démarche d'un corps de soldat, d'un corps de métier, qui est quelque chose qui a une âme, quoi. Quand vous allez voir les kinés, et surtout en libéral, vous n'avez pas la même sensation de corporatisme, hein, de temps en temps dans des manifs, mais qui sont extrêmement clairsemés. D'accord ? C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un manque d'unité, un manque de hiérarchisation de valeurs, et de communauté de valeurs, dirons-nous. Bon, ça je passe. Ça c'était juste pour vous rappeler, voilà, ce schéma est intéressant, c'est pour vous rappeler la place de l'ergonome entre la machine au sens large et l'homme, la machine exerçant des contraintes et l'homme réagissant, l'opérateur réagissant à travers des astreintes physiques et psychologiques. Ensuite, on a défini ce qu'on appelait la tâche. La tâche, c'est ce qu'on a à faire.
c'est ce qu'on doit faire. On a ouvert un petit peu la discussion sur qu'est-ce que la tâche. Et je vous rappelle que la tâche effective, c'est le modèle de l'activité, et le travail de l'ergonome, c'est d'analyser cette activité. Donc savoir d'où on est parti et où on est arrivé. On en était resté là, sauf erreur de ma part. À l'analyse des contraintes, on a fait ce tableau des contraintes, 2 types de contraintes, je vous le rappelle, primaire, en rapport direct avec le monde du travail, et secondaire, en rapport indirect, mais influent le monde du travail et l'opérateur dans son travail. Vous avez des questions sur ce qu'on a vu la dernière fois? Le rythme, c'était pas trop pénible? Alors on me dit que je suis très monotone, mais la position que j'ai est forcément très monotone. Moi je suis un marcheur, et être rivé sur une chaise devant un micro, c'est quelque chose qui est extrêmement pénible. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle des contraintes, vous voyez, ça c'en est une. Et j'ai les mêmes que vous, on est rivé à nos sièges en ce moment. Donc on réagit à ces contraintes par une astreinte. Voilà, moi ça me fait du bien de vous en parler. L'analyse de l'astreinte physiologique, c'est la première qu'on va voir. On va évidemment tenir compte des capacités individuelles de chaque opérateur. Si on faisait par exemple une analyse de fréquence cardiaque dans la population qui est la vôtre en ce moment, on n'aurait pas du tout le même rythme cardiaque chez un que chez l'autre, d'accord ? Et si vous voulez faire ça chez par exemple un monsieur qui s'amuse à pelleter de la terre sur un chantier, si vous ne prenez pas au départ sa fréquence cardiaque avant de travailler, l'étalonnage n'est pas possible, donc votre expérimentation, votre recueil de données va être complètement faux. Donc tenir compte des capacités individuelles pour voir vraiment ce que représente la charge de travail pour les opérateurs. Alors ces capacités individuelles, quand vous les relevez, il faut les faire dans le même contexte pour tout le monde, hein. C'est-à-dire quand on fait une fréquence cardiaque, on couche la personne, on regarde à combien elle est, où on l'assoit, etc. D'accord ? Le choix des méthodes non traumatisantes. Alors ça, c'est simplement l'application de la loi Uriel. Vous savez qu'on n'a plus le droit maintenant, en expérimentation, d'enfoncer un trocar dans un muscle pour faire des prélèvements. Si vous faites ça, il faut demander à l'Académie de médecine un accord parce que vous touchez à l'intégrité physique de votre sujet. Ça, c'est dans les expérimentations de laboratoires médicaux. Quand on est ergonome et qu'on expérimente des choses ou qu'on fait des relevés, j'ai souvenir de Madame Potier qui travaillait sur le poste de conducteur automobile et qui travaillait sur la vision. Donc elle avait équipé ses gens d'un casque pour son expérimentation. Il fallait qu'elle équipe les gens d'un casque. Ce casque pesait 5 kilos avec le matériel. Et en fait, elle relevait le mouvement de l'œil par rapport, pour voir exactement vers quel type d'objet il allait et analyser le champ visuel qui était nécessaire. Donc il y avait une caméra qui était devant chaque œil et qui regardait les mouvements, plus la caméra qui captait le champ visuel devant, donc c'était assez lourd. Alors, elle est restée sans travailler dans son laboratoire pendant 2 ans et demi, parce que chaque fois qu'elle a posé l'expérimentation, chaque fois l'expérimentation a été refusée parce qu'on disait que le casque était trop lourd pour l'opérateur. D'accord ? Donc vous avez des exigences certaines fois qui ne sont pas évidentes, elles ne sont pas que physiques, où on toucherait à l'intégrité physique du corps, mais avec un objet extérieur, on peut estimer que vous êtes traumatisant. Quand vous êtes ergonome, bon, vous n'allez pas vous amuser à faire tout ça, évidemment, donc on va prendre des choses beaucoup plus externes, on verra plus tard, qui ne traumatisent pas les gens. Déjà, quand ils vous voient arriver, ils se demandent ce que vous venez faire. Et il faut en plus que ces objets que vous allez utiliser, les méthodes que vous allez utiliser, soient sans gêne pour la tâche. Imaginez que je fasse un relevé de la contraction musculaire de vos extenseurs de doigts quand vous pianotez sur votre ordinateur. Si je mets des capteurs sur chaque doigt, je vais forcément modifier votre tâche de frappe. D'accord ? Donc il y a
un juste milieu à trouver dans le matériel qu'on va utiliser, dans les méthodes qu'on va utiliser pour travailler, pour analyser les tâches. Évidemment, plus on aura de paramètres pour analyser les tâches, plus on pourra recouper les données et plus ce sera intéressant. L'analyse de l'astreinte physiologique subie par l'opérateur, elle est en rapport avec, on en a déjà parlé un petit peu, avec les motivations. Vous imaginez bien que quelqu'un qui est très peu motivé pour sa tâche, pour X raisons, va se trouver beaucoup plus vite fatigué que quelqu'un qui est passionné. Donc, quelle satisfaction il a dans son métier, dans l'exercice de sa fonction, dans son travail. Quelle performance on lui demande. Et quand on parle de performance, il y a toujours la sensation ou l'approche de l'échec par rapport à cette performance. Il y a un moment où tout être humain est posé devant sa barrière et il y a toujours ce souci de se dire est-ce que je suis au-delà de ma barrière, est-ce que je suis en deçà. Donc vous voyez que dans la performance, il y a toujours déjà des mécanismes de défense, du moi, on se protège pour se dire si j'y suis pas arrivé, c'est pas forcément de ma faute, ça peut être aussi de la faute du système. Et mécanisme de désir, de vouloir aller justement chercher cette performance et la réaliser. Et derrière tout ça, c'est plaisir et souffrance au travail. La souffrance au travail, vous avez un nom en bas qui est Christophe Dejour, qui est un médecin analyste qui a énormément écrit sur ce sujet. Vous avez aussi tout ce qui est phénomène d'ennui au travail. Donc ça renvoie aux motivations, mais ça renvoie aussi à la mise au placard de certains qui se demandent ce qu'ils font là. Donc, n'ayant plus rien à faire, étant mis au placard, certaines fois ils sont éjectés du système ou ils s'éjectent tout seuls. Je vous renvoie à ce qu'on disait sur les gens de chez Orange qui sont passés par les fenêtres et qui se sont tués. Et vous avez aussi tous les phénomènes de peur qui existent. C'est toujours le stimuli. On est devant une copie vierge, il faut la remplir. On est devant un courrier, il faut le faire. C'est pas toujours facile. On est dans des situations relationnelles, certaines fois dans le travail, qui ne sont pas toujours évidentes. Alors, le problème de l'astreinte psychologique, c'est qu'évidemment, on a des difficultés de faire une analyse objective. Vous le comprenez facilement. Donc, ce qu'on essaye de sortir de là en tant qu'ergonome, c'est un ressenti, d'avoir ces différentes pistes, de savoir un petit peu où mettre un curseur sur l'échelle d'implication de la personne dans son travail. Alors derrière ces astreintes psychologiques, évidemment, on va penser à tout ce qui est activité mentale. Alors l'activité mentale telle qu'on va la parcourir ici, ça va être un grand survol, d'accord ? Mais bon, c'est pas grave. L'objet, c'est pas de comprendre tout ça, c'est de savoir simplement que ça existe. Bon, le système nerveux, vous savez qu'il prévoit, qu'il organise, qu'il commande, qu'il modifie, qu'il ajuste, que c'est la base de l'activité mentale. Ça, c'est facile. La théorie du fonctionnement mental, c'est l'objet des sciences cognitives, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Les bases physiologiques, ça vous le savez aussi, elles sont remises en cause par les connaissances. Au début, moi quand j'étais étudiant, on parlait des neurotransmetteurs et on pensait qu'il n'y en avait qu'un dans les synapses. Maintenant, on sait pertinemment qu'il y a beaucoup plus de neurotransmetteurs que ça. La multiplication des neurones, on pensait que c'était impossible. Bon, maintenant on sait que c'est possible dans certaines conditions. Donc, les connaissances évoluant, le reste a été modifié, d'accord ? Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un système souple, modulable et complexe et qu'il faut se servir de cette souplesse, de cette modularité et utiliser la complexité pour en faire un avantage, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous ai mis un bouquin qui est celui de Weiss, qui s'appelle L'homme cognitif. C'est un livre qui est épais, c'est un gros pavé, mais c'est un livre intéressant. Je pense que c'est extrêmement intéressant pour des gens qui iront bosser en neuro.
Alors, qu'est-ce qui va intéresser l'ergonome dans l'activité mentale des opérateurs? C'est la façon dont ils vont recueillir l'information. C'est-à-dire quel type d'information ils vont avoir. Bon, on l'a vu déjà à travers la tâche. On a parlé d'informations formelles et informelles dans la tâche. Alors, c'est deux choses déjà, deux types d'informations. Vous avez également des informations symboliques, des informations physiques, et c'est quelque chose qu'on connaît davantage, des informations extéroceptives et proprioceptives. Donc tout ce tri informatif, il faut le faire, il faut savoir ce qu'on demande aux opérateurs quand on le leur demande, et par quel type de canal ça passe. Une fois que l'information est lancée, comment est-ce qu'elle va être mémorisée? Ça aussi c'est intéressant, et ça aussi c'est quelque chose qui est remis en cause actuellement, la mémoire telle qu'on la comprend aujourd'hui, mais bon, je suis resté sur ces choses-là assez vagues et assez larges. Ça permet de fourrer dans les tiroirs tout ce qu'on veut. La mémoire sensorielle, on la connaît. J'ai touché ça, c'est du velours. J'ai touché ça quand j'étais enfant, je sais ce que c'est. Ça reste très longtemps. La mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est une mémoire que vous allez utiliser pour un examen. Pour l'examen, je vais apprendre ça en sachant que pertinemment, j'en oublierai les 3/4 après. Mais c'est pas grave, je me bourre ça dans la tête pour l'examen et je lâche le reste après. La mémoire à long terme, eh ben, c'est bien ce qui va rester. C'est ce qui fait le fond culturel des gens. Et vous avez ce qu'on appelle la mémoire opérationnelle, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'un numéro de téléphone et que je veux le noter, je suis obligé de le mémoriser, de le noter, et après, c'est jeté à la poubelle. Donc ça, c'est une mémoire opérative. Alors, la mémoire, c'est quelque chose qui... Les données actuelles de recherche bougent beaucoup là-dessus. C'est en rapport, évidemment, avec le sommeil, et les données de connaissances sur le sommeil évoluent aussi. Alors, je vais faire une digression sur le sommeil, comme ça sera fait, parce qu'il y a des choses qu'il faut parler. Alors, le sommeil, c'est extrêmement important dans l'ergonomie. Ça a été étudié à travers ce qu'on appelle le travail posté. Je vous en ai déjà parlé un petit peu dans des premiers cours. Et c'est l'équipe de Toulouse qui a écrit un pavé sur le travail posté. Il y a des abacs qui permettent de comprendre exactement comment il faut dormir, comment il faut récupérer, etc. Le sommeil se décompose de deux périodes. Enfin, c'est ce qui est communément admis pour l'instant, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Dans la première partie de la nuit, le sommeil profond a une durée plus importante. Au cours de la nuit, le sommeil profond va exister de moins en moins et la durée du sommeil paradoxal va prendre la place de la durée du sommeil profond qui diminue. C'est ce qui fait que normalement, vous ne devriez pas être en cours à cette heure-ci, mais un peu plus tard, puisque vous auriez dû travailler jusqu'au moins 23 heures, si ce n'est pas plus, le soir, pour utiliser votre sommeil paradoxal du matin pour structurer votre mémoire. D'accord ? C'est à travers le sommeil paradoxal que on structure la connaissance dans le cerveau. Et évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut pas empêcher les adolescents de dormir le matin, quand c'est faisable, parce que c'est un moment où ils maturent. Bon, on reviendra sur le sommeil un peu après, mais enfin, sommeil et mémoire, c'est quelque chose qui est très scotché. L'ergonome, il va aussi travailler sur la représentation mentale, c'est-à-dire comment sont acquises les connaissances. Je crois que ça, vous en faites un peu à l'école. Sur le langage qui est utilisé, les images opératives, c'est-à-dire qu'on demande aux gens d'expliquer quand ils font les choses. Je crois que vous faites des espèces de jeux de rôle devant des caméras et après on vous demande d'expliquer un peu les choses. J'ai vu ça une fois, et avec votre promo d'ailleurs, parce que j'ai souvenir d'une tête qui s'était fait attraper sur un sujet précis, qui était le sujet financier du kiné.
Et je crois que c'est trop facile d'éliminer ce genre de choses dans le jeu de rôle. Ça compte. Vous ne pouvez pas tenir un cabinet libéral sans avoir une analyse financière de votre cabinet. Moi, j'ai un collègue qui a planté son cabinet de kiné, puis son cabinet d'ostéo, parce qu'il était incapable de gérer son temps. Il faisait des séances d'ostéo à 3 heures, payé 100 €. Vous ne vivez pas avec ça, quoi. Donc il faut se rendre compte qu'il y a un moment où il faut demander des sous aux gens parce que ce qu'on fait, ça a une valeur. Et il faut faire attention. Donc le défaut, je vais dire, des écoles de kiné, c'est que elles ne sont pas tellement tenues par des gens qui exercent en libéral, et la partie gestion du cabinet, c'est du petit bonheur la chance, quoi. Moi, j'avais aucune formation en économie. Si, j'ai fait économie de la santé après en DU pour voir un peu, et puis casser un peu sur la Sécu quand ils m'ont cherché. Mais on n'a aucune formation dans ce domaine-là. Enfin, vous en avez peut-être, je ne sais pas, ça a peut-être changé, mais je crois que c'est extrêmement important. Donc, analyser le geste qu'on fait, c'est intéressant, hein. J'ai vu des vidéos dans le cadre du machin, là, du master en sciences de l'éducation, de guidance de cheval sur des attelages. Bon, c'était le champion de France ou du monde, je ne sais plus, qui était filmé. Et derrière lui, il y avait des étudiants qui essayaient d'apprendre comment on guidait un attelage. Et lui n'était pas capable de faire passer son savoir parce qu'on ne lui avait jamais demandé de formaliser ce qu'il faisait. Et en fait, après, en se voyant filmer, il a analysé son geste en disant là, je tire sur telle partie des rênes parce que je veux que ça tourne un tout petit peu là, mais je tiens de l'autre côté parce que je veux pas que ça parte non plus. Donc, on pourrait imaginer un kiné chez qui on demanderait pourquoi tu t'attardes sur telle partie du massage du dos à tel moment. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Voilà, ça, c'est une analyse du langage en image opérative. Et c'est quelque chose qui se fait dans des tas de domaines. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'il y a un passage de connaissances. C'est là où on vous force à aller expliquer votre geste. Et je trouve qu'en tant que kiné, certaines fois, il y en a beaucoup qui font des gestes qui ne sont pas explicables. D'accord? Je ne parle pas des instrumentations. Je pourrais vous donner des exemples. Moi, j'ai eu par exemple une gamine de 7 ans qui est rentrée au cabinet pour une scoliose. Un quart d'heure après, le père était dans la salle d'attente en train d'attendre sa fille. Alors, il avait sonné, je suis allé voir, et il me dit « mais elle n'a pas fini ?» Je dis « ben non, elle n'a pas fini, ça fait un quart d'heure qu'on travaille, on en a pour 3 quarts d'heure. » Donc, ah bon. Alors, je suis revenu, ça m'a quand même fait tiquer. Et je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais avec ton kiné chez toi ?» C'était à Montpellier, malheureusement. Et donc, il lui faisait du laser sur le dos. Bon, je veux bien, de laser, ça peut être un antalgique, d'accord, mais enfin, il ne faut pas se foutre des gens, quoi. Donc, il faut savoir que ce qu'on fait, il faut pouvoir le justifier. Et malheureusement, on est un peu livré à nous-mêmes en libéral, et c'est facile de tomber dans une routine où le tiroir caisse va bien fonctionner, c'est sûr. À 5 minutes du traitement, on peut en enchaîner quelques-uns. Mais le bénéfice est plus que douteux. Voilà. Donc tout ça pour discussion sur les images opératives et le langage. Construction des représentations. Comment on met en place un plan de traitement, parce que c'est une construction de représentation par rapport à un malade donné, comment je vais travailler, par rapport, je vous donne un autre exemple d'une intervention ergonomique chez les médecins des centres de cancéro. Vous savez qu'ils travaillent avec en fonction des tumeurs, ils ont des traitements préétablis quasiment maintenant, qui remettent en cause de temps en temps. Et j'ai une collègue ergonome qui est allée dans un centre anticancéreux et qui a travaillé sur la construction des représentations de traitement. À savoir, à partir du moment où je prends telle patiente, parce que c'était des cancers du sein, telle patiente, quel type de traitement je vais mettre en place et comment je justifie ce traitement. Et il y a des traitements qui sont complètement cohérents parce que ils vont dans le sens de
la reconnaissance et de la représentation commune des médecins, c'est-à-dire les choix qui ont été faits, tel type de tumeur correspond à tel traitement, etc. Mais de temps en temps, il y a des comportements déviants de la part de médecins et ça interroge. Pourquoi tel médecin est sorti du protocole et donc comment il le justifie? Et quand il y avait cette déviance, le jeu de l'ergonome, c'était de donner le cas de cette patiente à un autre médecin et de lui demander s'il était d'accord avec tel type de protocole. Donc, quelle représentation il avait du cas de la malade et, si vous voulez mettre en parallèle, la construction des représentations de traitement pour voir si l'un était cohérent avec l'autre. D'accord ? Et ce qui était intéressant d'ailleurs dans le résultat final de cette étude, c'était qu'il y avait toujours une compréhension du pourquoi du changement de traitement et jamais de désapprobation. Donc il y avait une cohérence qui était reconnue dans la démarche, même si la démarche était déviante. D'accord ? C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des déviances qui restent des déviances. Donc voilà, vous voyez qu'en ergonomie, on peut aller fouiller jusque dans ces dimensions-là, hein. Ça fait partie des études ergonomiques. La mémoire sensorielle, la mémoire aussi, on a travaillé là-dessus simplement pour les numéros de téléphone. Vous savez qu'on a des trucs à 8 chiffres parce qu'on sait qu'à partir d'un certain nombre de chiffres, on est incapable de mémoriser. Donc tout ça, ça a été travaillé, tout ça c'est connu, etc. Alors, on va essayer d'évaluer la charge mentale. Alors, essayez de comprendre que quand on a des astreintes, il faut pouvoir remplir, si on peut dire, aller au-delà de la contrainte que nous impose le travail, la machine, et on réagit par des astreintes. On va toujours, en ergonomie, essayer de déterminer quelle est la capacité maxima qui fait que c'est possible ou pas à exécuter. Donc on va chercher la charge physique, on va chercher la charge mentale, on va chercher à évaluer l'endroit où le sujet va buter. Alors, l'évaluation de la charge mentale, c'est pas quelque chose de facile à évaluer parce que on peut pas rentrer dans la tête des opérateurs, évidemment, hein, on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, on va évaluer deux types de contraintes. Déjà, la contrainte intellectuelle et la contrainte émotive. La contrainte intellectuelle, elle est indépendante de l'opérateur. Enfin, il faut que son estimation soit indépendante de l'opérateur, et ça, c'est pas facile. Elle est basée sur simplement du traitement d'information, à savoir à quel type de fréquence arrive l'information, quelle est la variabilité de l'information, la complexité ou la précision, la précision, le rapport signal-bruit, c'est-à-dire dans quel environnement travaille la personne. Tout ça, ça va nous permettre d'avoir des données, mais qui sont extérieures à la contrainte intellectuelle. Elles participent à la contrainte intellectuelle, mais ne sont pas la contrainte intellectuelle pure. La contrainte émotive, elle est en rapport avec les notions de danger, on l'a vu, hein, savoir si vous êtes pilote d'une centrale nucléaire. Bon, vous savez que les manipulations des boutons, ça se fait pas n'importe comment, même s'il y a des sécurités. Vous êtes pilote d'avion, c'est le même cirque. Donc la notion de danger, il faut que je la domine. Donc ma responsabilité est engagée, il faut que je sois apte à assumer ce type de responsabilité. Il y a des gens qui se dégonflent, comme on dit certaines fois, devant certains métiers, hein, qui s'estiment ne pas pouvoir franchir le pas. Ça existe. Vous avez dans la contrainte émotive tous les conflits internes à la personne, mais internes à l'entreprise, internes à tout ce qu'on a vu, les sujets extérieurs à l'entreprise qui font pression sur l'opérateur aussi. Et vous avez également la pression du temps qui est de plus en plus importante dans nos sociétés. On veut tout de suite. Quand un ordinateur démarre et qu'il est un peu lent, on trépigne. D'accord ? Quand les commandes n'arrivent pas avec Amazon, on trépigne, etc., etc. Alors, comment évaluer la fatigue due à l'activité intellectuelle ? Il n'y a qu'à vous regarder. Non, ça c'est une blague. Hein.
Vous avez là la définition de la fatigue selon Scherrer. C'est une définition de physiologiste, mais c'est une définition qui colle parfaitement à la fatigue intellectuelle aussi. C'est une baisse des performances, une baisse de performance liée à l'activité, d'accord, mais qui est réversible par le repos. Ça, c'est la définition de la fatigue. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, dans tout ce qui est intellectuel, on évalue les performances avant d'évaluer la fatigue. On va dire vous êtes fatigué parce que vos performances se dégradent. D'accord ? Il nous faut un objectif, un objet derrière. Et c'est l'exemple de la double tâche. Alors je vais vous raconter l'histoire de la double tâche. La double tâche, c'est ne pas prendre son téléphone quand on est au volant de la voiture. Ne pas discuter quand je suis en train de vous parler d'ergonomie, parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Alors l'histoire de la double tâche, plus sérieusement, même si ce que je viens de dire est sérieux, c'est une expérience toute simple. On met un opérateur devant un ordinateur avec un casque sur la tête. Non, de cette diapo, par exemple, vous retenez juste la définition de Scherrer de la fatigue. D'accord ? Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, ça n'a pas d'intérêt. L'histoire de la double tâche, vous la comprenez facilement. Vous êtes devant un ordinateur, vous avez un casque sur la tête et vous avez une pédale sous chaque pied. D'accord ? On vous envoie une impulsion sonore dans l'oreille gauche, vous appuyez sur la pédale de gauche. Dans l'oreille droite, vous appuyez sur la pédale de droite. D'accord ? Et on va augmenter petit à petit la fréquence, la fréquence des apparitions sonores. Vous imaginez bien qu'au début, ça sera impeccable, et puis plus ça va aller vite, plus vous allez pédaler jusqu'au moment où vous allez pédaler à l'envers ou n'importe comment. Donc votre tâche va être saturée par la vitesse et vous allez perdre pied, c'est le cas de le dire. D'accord ? Ça, c'est la tâche numéro 1, la tâche primaire. Donc vous avez forcément, au bout d'un certain temps, un score où ça va commencer à se dégrader. La double tâche, elle arrive ensuite. Vous êtes donc devant votre ordinateur. Vous avez toujours la tâche primaire à exécuter. Et sur votre écran d'ordinateur, on va faire passer une mouche. Et cette mouche, on va vous demander d'appuyer dessus quand elle passe. Donc vous imaginez la mouche qui passe de temps en temps et les pédales qui continuent à fonctionner. D'accord ? La demande qui est faite, c'est respect de la tâche primaire. D'accord ? Donc il y a un moment où les mouches vont vous plaire, vous allez jouer avec les mouches et vous allez oublier les pédales. D'accord ? Ou bien vous allez essayer de faire tout et vous allez perdre les pédales. D'accord ? Ou bien, vous claquerez tout, vous fermerez l'ordinateur. Bon, vous imaginez là facilement que le score que vous allez faire va être moins bon que le score de la tâche primaire uniquement. Le score fait avec la double tâche est forcément moins bon puisqu'on vous demande de faire deux choses en même temps. Alors il ne faut pas confondre faire des choses en même temps et travailler en série. C'est tout le problème des kinés. Est-ce qu'il faut prendre un malade à la fois ou est-ce qu'on peut prendre plusieurs patients en même temps ? On prend plusieurs patients dans le même créneau horaire, mais on ne les soigne jamais en même temps. On les soigne en série. On va aller de l'un à l'autre, etc. D'accord ? Après, le débat, il est ailleurs. Donc, dégradation de la tâche primaire quand il y a une tâche secondaire. Donc, vous comprenez pourquoi on ne téléphone pas au volant de la voiture, pourquoi... mais ça se fait certaines fois automatiquement. Quand vous arrivez vous êtes sur l'autoroute, ça roule très bien, et vous arrivez sur une zone de danger... Quand ça roulait très bien, vous discutiez facilement avec la personne qui est à côté de vous, et puis tout d'un coup, ça se resserre, la discussion s'arrête tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous privilégiez la tâche primaire. D'accord ? C'est automatique. Le problème, c'est que certains ont du mal à décrocher de la tâche secondaire, et ils en plafonnent tout le monde. Voilà. Alors, voilà pourquoi voilà comment on définit la fatigue. Donc baisse de performance liée à l'activité, c'est toujours lié à l'activité, il ne faut pas oublier de le dire. Et c'est réversible par le repos, c'est-à-dire que si je me repose, je récupère mes possibilités de performance à l'identique. Vous verrez que cette
définition-là. On la retrouve dans la courbe contrainte-déformation qu'on verra peut-être plus tard, mais c'est le début de la physiologie. La fatigue visuelle, elle est objectivable simplement parce qu'on a des mouvements palpébraux beaucoup plus importants quand on est fatigué au niveau des yeux. D'accord ? Donc, vous faites travailler des gens sur écran pendant un certain temps, à partir du moment où ils vont papillonner, vous savez qu'ils sont fatigués. Donc, ce que je vous disais, l'évaluation de l'astreinte due à l'activité intellectuelle, elle est difficile à démontrer. D'accord ? Parce que les paramètres d'origine sont multiples et parce qu'on analyse les performances et pas l'activité intellectuelle elle-même. Mais on a quelques espoirs. On a quelques espoirs avec les potentiels évoqués. Et ça commence un peu plus maintenant, mais ce sont des techniques qui sont chères. On ne les a pas encore comme un cardiofréquencemètre. On ne peut pas mettre ça dans son sac et aller analyser la tête des étudiants pendant un cours d'ergonomie. Il y a un rapport entre la difficulté de la tâche et les caractéristiques des potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, vous avez tous vu ces images de cerveau avec des couleurs différentes. Les zones d'activité sont rouges, les zones de repos sont vertes ou bleues. Bon. On arrive maintenant à cartographier les activités cérébrales de gens en laboratoire. Donc ça se fait pour l'instant en laboratoire, mais ça se fait de plus en plus. Donc plus ça se fait, moins ça coûte cher. Et ça arrivera un jour, puisqu'on le fait maintenant dans certaines écoles. On a fait ça en Chine, je crois, ou au Japon, où on met des casques aux gamins pour vérifier s'ils sont attentifs au cours ou s'ils sont ailleurs. Vous n'avez pas vu ces images de gosses Mais vous écoutez jamais les actualités, vous lisez jamais un hebdomadaire? Non, vous n'avez pas le temps. C'est dommage. Voilà, donc ça se fait, c'est terrible, parce que la rêverie est plus autorisée. D'accord ? Donc la poésie est perdue. On va avoir des gamins robots. Donc, les potentiels évoqués, ça permettra éventuellement d'analyser d'autres choses. Hein. C'est une voie d'analyse future. L'évaluation de l'astreinte d'origine émotive, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. On sait que l'activité du système sympathique est accrue quand on subit des émotions, quand on vit des émotions. Il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du rythme ventilatoire, il y a une augmentation des catécholamines, de la noradrénaline. D'accord ? Bon, retenez que la fréquence cardiaque augmente, ça vous le savez, quand vous avez la trouille, vous transpirez et la fréquence cardiaque augmente. C'est tout, le reste, on s'en fiche. L'adrénaline, c'est connu, c'est dans le langage populaire. Les catécholamines, on ne vous embêtera pas avec ça parce que ça coûte trop cher à analyser. C'est comme le cortisol, l'activité accrue du système endocrinien. Il y a une augmentation du taux de cortisol, mais une analyse de cortisol pour vérifier l'origine émotive de la tâche, ça coûte très cher, on ne fera jamais ça. Un ergonome, quand il a travaillé là-dessus, il prend un cardiofréquencemètre, c'est tout. On peut prendre de quoi analyser les rythmes ventilatoires, mais c'est quelque chose, c'est un instrument qui pèse 3 kg quand même maintenant, même si ça a été miniaturisé. Et 3 kg quand on fait une tâche un peu physique ou qu'on a à bouger, c'est quand même du poids au bout d'un certain temps. Puis c'est une gêne, vous avez ça dans le dos, vous avez un tube sur le bout du nez, c'est pas très agréable. Voilà, on va faire une petite pause. Et on reprend dans 7 minutes. Vous avez des questions? Non? Vous dormez bien? Je peux venir avant, bien sûr.
mais je vous avais reconnu au premier cours. Désolé. Ah, je suis en train. Ouais, je vais le chercher.